Merci au Carré pour cette invitation. Je suis très heureuse de pouvoir présenter le livre écrit par Xavier Guignard et donc illustré par Alizé Depin, que j'ai lu euh, jusqu'à aujourd'hui. Euh, et que voilà, je suis très heureuse de présenter ce livre, d'abord parce que je connais bien Xavier depuis plusieurs années et qu'on se suit et qu'on communique sur nos analyses et nos informations sur la Palestine. Et puis, je suis très contente parce que j'ai beaucoup aimé ce livre. Xavier disait tout à l'heure que c'était un livre qui s'adressait plutôt au grand public. Mais en fait, je trouve que il, euh, il apporte par endroits des précisions et des informations un tout petit peu décalées par rapport à ce qu'on lit d'habitude et par ce qu'on a l'habitude d'entendre, qui lui donnent une véritable valeur ajoutée et qui sont enfin, qui apportent beaucoup même aux spécialistes, je pense. Donc, je crois que c'est un livre pour tout le monde, ce qui n'est pas facile à faire. Et puis, j'étais aussi très admirative parce que euh, quand Xavier m'a dit qu'effectivement c'était un livre qui portait sur toute la période de presque du XXe siècle, bon, je me suis dit que ça allait être compliqué en si peu de pages, enfin, ou bien que le livre était très gros parce que je l'avais pas encore vu, de balayer toute cette période. Et en fait, ce livre vraiment est un exercice très habile puisqu'il couvre une période étendue, euh, il est précis et il est quand même informatif et court. Donc, je crois qu'il y a une précision dans l'écriture, une façon d'écrire et bien sûr aussi d'illustrer, puisque l'illustration ajoute quelque chose de tout à fait intéressant qui permet à la fois peut-être de se reposer d'une prose pour, euh, pour comprendre par les images, mais aussi effectivement de visualiser des proportions ou des disproportions sur les cartes, sur les populations, les nombres de personnes. Voilà, souvent on a de part et d'autre les Israéliens et les Palestiniens. Euh, donc voilà, c'est simple, c'est clair, c'est efficace. Il y a sur un sujet grave, il y a malgré tout un côté quelque peu ludique avec ces dessins. Donc c'est euh, c'est triste, mais c'est réconfortant à la fois. Euh, et d'ailleurs, je dirais que alors moi qui suis pas très visuelle, qui regarde pas beaucoup les images, celles-ci m'ont quand même beaucoup accroché. Et j'ai remarqué que quelquefois, ce qui était aussi intéressant, c'est que c'était pas en parfaite adéquation, c'était pas des simples illustrations du texte. Ça pouvait apporter autre chose et donner d'autres informations qui n'étaient pas développées par le texte et qui lançaient des pistes. Mais alors, ça m'a laissé quelquefois un tout petit peu sur ma faim, parce que quelquefois, il y a des illustrations qui disent des choses comme, des exemples qui me viennent en tête, c'est par exemple la série d'assassinats ciblés qui date plutôt des années 70-80 des membres de l'OLP, où sont dessinées, je crois, 6 personnes qui ont été tuées. Moi, je les connaissais pas tous, mais donc ça, il me semble que c'est pas éclairé par le texte. Et donc, on n'a pas voilà, de support ou de renvoi. Donc, ça, quelquefois, ça m'a laissé un tout petit peu sur ma faim. Ou bien, il y a une image aussi assez forte sur le phosphore blanc qui n'est pas non plus développée dans l'écriture. Donc, c'est une vraie, enfin, cette double entrée est une vraie richesse. Et je dirais aussi que on peut dire aussi que c'est une qualité du livre si on reste sur sa fin, parce que ça veut dire qu'on n'a pas fait tout à fait le tour de la question. Voilà, peut-être la question que je voulais te poser pour commencer, euh, c'est la manière dont vous avez travaillé, l'illustratrice et toi, Alizée Depin et toi,
puisque il me semble que Alizée Depin n'est pas une spécialiste de la région. Bien sûr, elle a illustré d'autres choses et elle sait sans doute se saisir de projets. Mais je me demandais un peu comment avaient fonctionné vos allers-retours et vos distributions en quelque sorte des, des rôles ou de ce que vous aviez choisi d'illustrer. Est-ce que c'était plutôt toi qui lui demandais d'illustrer des choses que tu trouvais utiles de mettre en image, ou bien est-ce que c'était elle qui se saisissait de ton texte? Est-ce que ça a fonctionné par aller-retour? Enfin, voilà, j'aurais bien aimé que tu nous éclaires là-dessus, mais peut-être que tu veux dire aussi d'autres choses sur l'origine de l'ouvrage, puisque je t'ai entendu dire tout à l'heure que que l'idée de cet ouvrage était née ici, justement. Voilà. Merci beaucoup, Laetitia, pour cette belle présentation de l'ouvrage. Et effectivement, en effet, je le confiais tout à l'heure, la rencontre s'est faite ici avec Alizé Depin lors d'une conférence qu'on a donnée il y a 5 ans avec un autre collègue à l'époque, c'était sur la poussée autoritaire en Cisjordanie, du gouvernement de l'autorité palestinienne. Et c'était au moment, et ça j'imagine qu'on va y revenir, c'était dans la discussion, peut-être dans les questions, c'était au moment de la sortie du premier plan Trump, Peace to Prosperity, le deal du siècle. Et on a d'abord voulu collaborer là-dessus. La façon dont ça s'est fait, et pour ce premier petit travail, mais surtout pour le livre, et c'est pour ça que je la présente effectivement à la fois comme illustratrice, mais aussi co-autrice, c'est que on a décidé de mêler le texte et l'image, où l'image ne vient pas juste illustrer ce que j'écris, mais vient vraiment compléter. Alizée, effectivement, n'est pas une spécialiste de la Palestine, mais elle a eu l'occasion, bien avant qu'on se connaisse, d'y séjourner pour des ateliers d'écriture et de dessin. Donc, elle avait une perception à elle, sensible, alors plus courte que la mienne, mais elle avait cette perception là. Et puis, elle travaille en parallèle avec d'autres scientifiques. Elle a travaillé sur la question du traitement des déchets, des questions d'écologie. Et c'est toujours très beau ce qu'elle nous offre. Pour ce livre, le pari, ça a été de s'enfermer ensemble. Évidemment, la trame narrative, c'était plutôt moi qui la dressais, mais chapitre par chapitre, je lui expliquais l'histoire palestinienne que je voulais raconter. Et on déterminait ensemble la meilleure façon de le dire, à savoir est-ce que c'est moi qui l'écris ou est-ce que sur tel sujet, le dessin ou la cartographie ou l'infographie ou le portrait, il y a une quinzaine de types de dessins qu'elle utilise, sera plus fort. Et là, par exemple, spontanément, je vais penser à un épisode, à une planche qui est dans le deuxième chapitre où on parle de la notion de mémoricide, bon, qui est familière pour les spécialistes de la Palestine, moins dans le langage courant, c'est la question de la disparition ou la volonté d'effacement de la mémoire palestinienne après la Nakba, et qui s'est traduit par à la fois l'écrasement des villages rasés par la plantation de forêts, le changement des noms dans la toponymie. Et ça, à écrire, c'est très compliqué. Et surtout, c'est une information qui est difficile à donner. Par contre, quand on dessine la carte des villages qui ont été rasés, quand on illustre le changement, y compris écologique, parce que les arbres qui sont plantés ne sont pas des arbres natifs de Palestine, quand on illustre le changement de nom, ça marque. Et c'est une image c'est une page sur laquelle on peut rester. Pareil sur la généalogie des groupes armés sionistes, donc entre 1920 en gros et 48, ce qui va donner après l'armée israélienne. Mais cette généalogie qui est très touffue, très compliquée, parce qu'il y a des groupes qui sont des scissions, eh bien, une fois qu'on l'a mis en infographie, c'est beaucoup plus clair. Ça se lit pas comme un dessin, c'est-à-dire qu'on le regarde pas, on passe à autre chose. Parfois, il faut y revenir. Mais c'était ça le pari. Le pari, c'était de se dire, on va essayer d'entremêler les formes de dessin et l'écriture autour d'une trame sur laquelle on est tombé d'accord, parce que je pense que le propos que j'ai sur la Palestine lui parlait. C'est pour ça qu'elle est venue à notre rencontre ici il y a quelques années avec ce collègue. Alors, c'est pas que j'oublie son nom, c'est qu'il était intervenu ici sous pseudo, donc je sais plus sous quel pseudo il était intervenu, donc je vais volontairement pas le prononcer. Et puis voilà, c'est un travail qui après s'est échelonné sur plusieurs années parce que c'est très long, parce qu'il y a un travail de documentation pour moi pour être sûr que les dessins soient réalistes et donc ne serait-ce que l'aider à trouver les bonnes sources d'images pour savoir dessiner un soldat britannique sous la période mandataire, retrouver les bons portraits
quand on fait des galeries de personnages plus ou moins connus, parce que dessiner Arafat, elle avait besoin de moi, mais effectivement, dessiner certains. Euh, si, il est dessiné une fois. Ouais, il est dessiné une fois. Mais à la tribune de l'ONU. Donc voilà comment dans la fabrique, comment ça s'est passé. C'est des semaines à passer ensemble à définir vraiment la colonne vertébrale de chaque chapitre, vraiment chapitre par chapitre. Et puis après, moi, je fais un travail de tous les points que j'ai envie de marquer, un peu comme si je faisais un plan. Et on choisit les paragraphes qu'on dessine ou les paragraphes qu'on écrit, ou ceux qu'on passe, les focus qu'on a envie de mettre. Avec derrière, effectivement, l'idée, et je te remercie de l'avoir apprécié comme ça, parce que nous, une fois qu'on l'a écrit, il nous appartient plus trop, c'est de le rendre accessible et en même temps de ne pas sacrifier à deux choses qui nous paraissaient très importantes. La précision, parce que je fais confiance aux gens qui peuvent lire un livre de 200 pages, de pouvoir s'arrêter sur certains détails, spontanément là, il y a un graphe qui me revient sur la force de travail palestinien en Israël. Alors effectivement, c'est un micro-point de l'histoire, mais c'est aujourd'hui on en parle beaucoup parce qu'un tiers des revenus de la Cisjordanie sont liés à l'emploi informel des Palestiniens en Israël. Et bon bah ça c'est une information et on a essayé de retrouver du coup sur le temps long, depuis les débuts de l'occupation en 67 jusqu'à aujourd'hui, quel était le volume d'emploi, dans quel secteur, et donc, c'est des précisions qu'on apporte parce qu'elles nous semblent utiles. Donc, on ne voulait pas sacrifier à cette dimension. Et on ne voulait pas non plus tomber dans un piège dans lequel on peut tomber quand on veut faire un livre un peu plus accessible, de chercher une fausse neutralité. Et on a un parti pris qui est le nôtre. On raconte une histoire palestinienne. On ne raconte pas l'histoire du conflit israélo-palestinien. C'est pas le titre. Et on raconte 100 ans de cette histoire-là. Et la période, elle tient à deux choses. Évidemment, à la grande borne entre le début du mandat et puis la période la plus contemporaine. Mais à la base, c'était une forme de réponse à cette expression de Trump, le deal du siècle. Et en fait, probablement bien malgré lui, il replaçait sa proposition exactement 100 ans après le début du mandat. Et on se rend compte à travers l'ouvrage que c'est les mêmes questions qui reviennent aujourd'hui sur la partition ou pas la partition, donc deux États ou un État, l'organisation des statuts légaux, le déplacement forcé de population. En fait, il y a quelque chose soit de très contemporain dans les questions qu'on se posait il y a presque 100 ans, soit de terriblement archaïque, répétitif et après, on peut les qualifier en ce qu'elle concerne la violation du droit international, mais dans les propositions qui sont faites aujourd'hui. Et donc, c'était sur cette trame narrative-là qu'on voulait placer le livre. Évidemment, il n'a pas l'ambition d'être une somme historique. Je ne suis pas historien, je suis politiste, sociologue du politique à la base. Donc la dernière moitié, enfin la seconde moitié du livre est plus liée à mes travaux, en tout cas aux travaux de gens avec qui je dialogue beaucoup plus souvent. Mais la profondeur historique, donc qu'emprunte là à des travaux d'historiens que j'ai lus, elle permettait de réinscrire vraiment ces questions-là, voilà, sur ce temps long. Et tant mieux si c'est pas ni barbant, ni assommant ni trop simple. Mais voilà comment est né le projet avec Alizé il y a maintenant ouais, presque 5 ans. Il m'a semblé aussi que dans ce livre, alors certes, tu viens de le dire et enfin, on comprend bien, c'est pas une histoire du conflit israélo-palestinien, c'est centré sur la Palestine et sur les Palestiniens, mais il me semble que dans ce livre, tu parles assez peu des modes de violence perpétrés par les Palestiniens. Alors, est-ce que tu as un peu évité ce sujet? Est-ce que tu as voulu est-ce que tu as estimé que c'était pas la question principale? Ou, enfin, voilà, je m'attendais à voir certaines choses que j'ai pas vues. Je me demandais pourquoi tu avais fait ce choix. Bon, évidemment, à l'écriture, c'était un choix difficile déjà pour ce Pardon, que. je pense par exemple, tu les évoques, mais très rapidement, les attentats voilà, des années 70 commis par certains groupes au sein de l'OLP, ou les attentats suicides dans les années 90 ou 2000. Il me semble que tu n'en parles pas. Si je crois que on en parle à un moment, justement, on voulait éviter, mais peut-être que comme sur le 7 octobre sur lequel on discutait tout à l'heure, euh, bon, l'impression que tu as, elle tient peut-être à deux choses. Donc, d'une, on, on jette pas pudiquement un voile dessus, on parle de cette violence, on essaie de la replacer et dans le cadre des débats palestiniens sur les modes de résistance et de leur réception
et de leur et même en l'espèce pour les derniers sur les responsabilités qui incombent à ceux qui les ont perpétrés ou les ont ordonnés. Après, c'est vrai que sur le temps long, ça me paraissait pas être ni structurant ni mal connu. Et puis dans le choix de l'écriture, souvent c'est l'objet d'une page séparée parce que justement c'était l'occasion de s'y arrêter. Alors même si j'en fais pas le cœur du récit pour, ces chapitres-là, je vois très bien la page à laquelle tu fais référence pour la violence armée au tournant des années 70. Et nous, le pari qu'on fait, c'est que quand ça va être appuyé par des objets graphiques, les gens vont quand même s'y arrêter. Ça donne une importance, c'est-à-dire que un dessin d'une demi-page, on a l'impression, à la lecture, marque plus qu'un paragraphe. Et c'était une façon pour nous de donner de la valeur à ça sans constamment s'y arrêter. Mais bon, ça peut être une vraie critique de fond. Peut-être qu'effectivement, quand on remet aussi ce livre sous la dernière relecture, on est à 50 000 morts à Gaza et que bah, tout bêtement, en fait, la violence exercée par les Palestiniens, qui a existé et qui a encore existé il y a très peu de temps et qui probablement existera tant qu'il n'y aura pas une réponse convenable à cette solution, est importante à mentionner. Elle me semblait pas être le cœur de ce que j'essayais de raconter, mais après. À voir. Enfin, je poserai la question à d'autres lecteurs pour voir si ça a la même impression et ça vaut probablement la peine d'être noté, peut-être pour une seconde version. D'accord. Et tu penses que ce livre pourra, enfin, je sais pas, tu as peut-être des contacts déjà de ce côté-là, pour des traductions, est-ce que tu penses que dans d'autres pays, ce livre sera aussi, enfin, un objet intéressant, utile pour d'autres pays? Alors, bon, les pays européens, certainement, mais est-ce que vous avez pensé à ça tous les deux ou pas? Alors, Ou est-ce que ton éditeur, voilà, vous amène sur ces chemins? le travail de l'éditeur, c'est de chercher Bien sûr. à, à le faire. L'espoir qu'il a, c'est que ça existe en anglais. Ouais. Après, ça, c'est vraiment son travail hein, de porter le livre dans des langues autres que le français. Si on pense par exemple à l'arabe et à l'hébreu, Mm. parce que c'est peut-être ça la question, alors il va y avoir un vrai défi déjà technique parce que c'est pas juste un manuscrit, c'est des dizaines et des dizaines de dessins qu'il faut reprendre. Enfin, je souhaite immensément de courage à des traducteurs euh, pour passer dans une langue non latine l'ouvrage. Alors, en hébreu, honnêtement, je pense que le public qui pourrait lire ce genre de livre, C'est il lit trop, l'anglais ouais, oui, et il est trop faible, donc il y a tout pas un à fait. marché Ouais, pour ouais. ça. En arabe, peut-être. Et en arabe, peut-être, je pense qu'après, ça vaudrait le coup d'avoir une version adaptée parce que Mm. bah, on ne s'adresse pas tout à fait au même lectorat, même si on se rend compte en discutant, y compris moi quand j'enseignais à l'Université de Jérusalem Est, en Cisjordanie, que même des étudiants qu'on penserait infiniment plus familiers avec la matière, ils le sont à plein d'égards. Il y a aussi des dimensions qui peuvent leur échapper, mais je ne suis pas certain que c'est le livre que j'aurais écrit si j'avais en tête un Bien sûr, lectorat ouais, arabophone. ouais. Enfin, il n'y a pas que les Palestiniens C'est parlent, vrai, non, les non, mais Arabes, c'est ça. bien sûr. Ouais, Mais je ouais, parle de ça. ouais. Très sincèrement, c'est un travail d'éditeur de savoir il y a un marché, s'il y a un besoin de le réadapter. Évidemment qu'on serait ravis, on serait ravis de rentrer en résonance et en discussion aussi avec enfin, en tout cas, moi plus qu'Alizé, avec nos pairs euh, issus de ce monde académique ou de ce monde intellectuel-là. C'était pas le public qu'on avait en tête au moment où on l'a pensé. Mm. D'accord. Et je me demandais si vous aviez fait des sacrifices, c'est-à-dire faute de place, peut-être pour des contraintes éditoriales, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles vous avez renoncé, que vous aviez prévu d'approfondir, de dérouler, et qui sont pas dans ce livre, mais qui auraient pu y trouver leur place? Ah mais chaque chapitre a été un sacrifice, hein. Moi, j'ai dû Ouais, couper, je pense, un tiers au moins du texte d'accord. initial parce qu'on s'était fixé, ce qui est une façon de travailler que j'ai pas quand j'écris habituellement tout seul. Mais on s'était fixé une limite parce qu'on voulait un équilibre entre le texte et l'image. Et en fait, l'image passe beaucoup de temps à être produite. Et moi, si je rajoute 3 pages, ça me prend pas beaucoup de temps. Mais demander 3 pages de plus et donc trouver les bonnes illustrations, c'est très compliqué. Donc, on s'était figé un format ce qui contraint beaucoup l'écriture. Et donc, chaque page est un sacrifice
de quelque chose qu'on aurait aimé explorer, y compris parce que sur des périodes qui ne sont pas les miennes, quand je pense à la question des révoltes paysannes palestiniennes dans les années 30, ça m'a passionné de relire ça. J'aurais aimé en écrire des pages et des pages. Mm, Il y a une espèce de proportion qu'on essaie de garder. Donc, en fait, ce que tu pointes sur la violence palestinienne, chaque micro-sujet, mm, ça a été un sacrifice de comment on réduit, qu'est-ce qu'on raconte, mm, pour garder une cohérence, pour pas tomber dans l'ambition encyclopédique qui est pas du tout la nôtre, mm, mm, et puis pour pas avoir un texte à la fin déséquilibré. Euh, à la fin du manuscrit, une de mes premières réflexions était de dire j'aurais dû me limiter à Oslo à nos jours, bon, qui est ma période de travail, parce que j'aurais aussi pu écrire 250 pages et il y avait de la matière et on aurait pu aller plus loin. Mais en fait, je suis quand même, enfin, je suis très content qu'on ait fait le pari de ce temps long. Parce que finalement, 250 pages sur la Palestine depuis Oslo, ça aurait été effectivement beaucoup plus dense, beaucoup plus dans le détail. Et là, l'envie qu'on avait, c'était de partager en partie l'état des connaissances et ce point de vue avec un public, bon, bah, tant mieux si tu le dis que même un public spécialiste y trouve son compte pour donner envie. Après, on y joint d'ailleurs une longue bibliographie, longue par rapport à ce type d'ouvrage, parce qu'on veut vraiment que ça soit une forme d'introduction pour des gens qui viendraient y trouver des éléments sur lesquels ils ont envie de creuser. On a fait le choix dans l'écriture de ne pas avoir de notes telles que nous on les écrit avec des références, mais toutes les références qu'on a lues, on les remet à la fin pour que les gens puissent explorer plus loin s'ils ont envie. Mais il y avait, voilà, il y a Henri Laurence s'est déjà lancé dans la tâche de faire mm, des tomes et des tomes de centaines de pages de l'histoire de la Palestine. C'est un défi infini. Donc l'idée, c'était de le ramasser. L'idée, c'était aussi de peut-être donner des arguments à des gens qui ont une sensibilité ou une appréciation de ce qui est en train de se passer. Quand je dis que c'est pas l'histoire du conflit qu'on écrit, bah, par ailleurs, on revient donc avant ces affrontements, mais c'est une histoire quelque peu, enfin, si on voulait la schématiser au plus rapide, une histoire de dépossession. Une histoire qui demande pas trop son avis dès le début du mandat aux Palestiniens sur ce qu'ils entendent avoir comme forme d'autodétermination. Et puis la dépossession, c'est la dépossession matérielle, c'est l'exil, c'est ce que je disais tout à l'heure sur le mémoricide, mais c'est aussi donner des clés quand on parle d'occupation ou de colonisation. Quand on est familier de la Cisjordanie, on se rend compte que la colonisation, c'est pas simplement la présence de colons sur place, mais c'est l'accaparement des terres, des sous-sols, des nappes phréatiques, de contrôle des frontières. On a voulu aussi euh, donner à sentir et à percevoir ce qu'il y a derrière les mots qu'on a toute la journée, y compris nous, quand on intervient, et encore il y a 2 jours ensemble sur des plateaux télé ou radio. Parfois, ces mots-là, on a l'impression ils décrivent des situations extraordinairement dures et violentes. Là, on s'est retrouvé depuis 2 jours à commenter un projet de déportation, de nettoyage ethnique. Je ne sais pas quelle serait la meilleure façon de décrire ce qu'on a pu entendre, mais c'est des mots qu'on entend tellement qu'on a parfois l'impression que on a besoin de leur redonner un peu de chair, et c'est ce qu'on a essayé de faire. Voilà, donc c'était beaucoup de sacrifices pour pouvoir avoir un peu cet espace-là. mm. Mais enfin, effectivement, c'est un ouvrage qui éclaire particulièrement bien certaines difficultés qu'on a du mal à se représenter quand on est européen sur, par exemple, le fait de traverser les frontières et les illustrations, enfin, à la fois le texte et les illustrations, là, apportent quelque chose de très concret sur quelquefois quelque chose qui est décrit. Voilà, comme un fonctionnement sécuritaire, mais dont effectivement les lecteurs ou les auditeurs n'arrivent pas forcément à saisir ce que ça veut dire très concrètement pour les Palestiniens. Donc, c'est, c'est ça qui est très bien réalisé dans cet ouvrage, qui est très bien atteint. C'est à la fois ce récit qui traverse le siècle et l'histoire de cette dépossession, et en même temps de donner à voir des éléments extrêmement concrets, voilà, des éléments tangibles de cette dépossession et de cette difficulté à vivre en tant que Palestinien sur cette terre. Euh, Peut-être aussi une question là pour l'écriture. J'imagine que
Donc vous étiez je sais pas combien de temps exactement vous avez mis pour écrire ce livre, mais quand le 7 octobre s'est produit et quand la guerre se déroulait, vous étiez encore sur cet ouvrage. Donc comment est-ce que vous avez euh, géré l'irruption de ces événements tragiques? Parce que c'est pas très facile en fait d'écrire d'abord quand les ch- l'environnement est complètement bouleversé, mais aussi par l'ampleur de la tragédie. Alors, à l'origine, le livre devait sortir avant le 7 octobre. Comme toute bonne personne qui écrit, j'avais du retard. Et puis, à partir du 7 octobre, on a été les uns et les autres à la fois traversés de tout ce qu'on vivait à titre intime, familial, amical. Je veux dire, ça dépassait très largement notre travail de recherche, mais également très, très sollicité. Et donc, il y a une mise sous cloche de l'écriture. De toute façon, j'aurais pas pu aller défendre ce livre pendant cette période-là. Parce que c'est pas un livre du tout. Enfin, je vais revenir sur le pourquoi dans le, enfin, dans le. Donc on a décalé. Moi, ça m'a aussi redonné envie d'écrire parce que la sursollicitation médiatique, à un moment, nous ramène à juste écrire parce qu'on n'en peut plus de parler presque à vide. Donc j'ai beaucoup, beaucoup écrit après, donc j'ai aussi beaucoup recoupé. Et le manuscrit, en fait, existe depuis longtemps et c'était une volonté pour nous, ni de le sortir en commémoration tragique du 7 octobre. Enfin voilà, il n'y a pas d'effet d'aubaine à saisir quand on est lié à ce sujet. Et il n'y avait pas non plus de bonne période parce qu'on ne savait pas quand, comment ça allait être mis sur pause ou s'arrêter. Là, il s'avère qu'il correspond à une, enfin, de façon exemplaire à tout ce qu'on explique dans le livre, c'est-à-dire que c'est 100 ans de solutions complètement absurdes et bancales qui sont proposées. Et encore une fois, le point de départ, c'était pour nous le plan Trump 1. Et d'ailleurs, le livre, enfin, on a une partie qui est consacrée à ce plan. Moi, m'a aussi aidé à comprendre que même si on doit s'inviter à pas prendre tout ce qu'il raconte au pied de la lettre, pour m'être fadé des dizaines de fois de lire les 180 pages de son plan de 2020, c'est pas quelqu'un qui, enfin, c'est pas non plus qu'un personnage éthéré. Et, euh, et donc, ça m'a aussi aidé à comprendre ce qu'il est en train d'essayer de dire ou pas maintenant, même si évidemment, je pense que toute une partie de ce qu'il a en tête est complètement irréaliste au-delà de l'aspect criminel, mais tout le corps de sa vision actuelle, elle était déjà là il y a 5 ans. Et la raison pour laquelle je disais on ne voulait pas sortir ce livre pendant le pire de la guerre qu'on a vécue, c'est que c'est pas un livre, on en a eu plein, et on va en avoir encore plein, de livres de gens soit qui racontent la guerre, alors très sincèrement, je sais pas comment ils font pour écrire si vite et avec aussi peu de données encore solidifiées, mais il y a des gens qui ont fait le récit des mois qui se sont déroulés, ni un livre qui est, enfin donc c'est pas un livre sur le 7 octobre et ses suites, et c'est pas un livre qui permet de comprendre ce qui joue dans la guerre. C'est pas, moi c'est pas mon travail de sociologue, je suis pas sociologue de la guerre en tout cas. Je suis pas capable de comprendre ce qui joue exactement là. Je suis capable d'accompagner une réflexion sur comment on en arrive là, même dans ces dénouements et ces choix les plus tragiques au 7 octobre et de comprendre surtout, dans la période qui est en train de s'ouvrir, de quoi on discute dans les différentes étapes d'un cessez-le-feu et surtout dans les grands et lumineuses idées qu'on met derrière l'expression d'une solution politique. Là, je suis beaucoup plus à l'aise parce que le livre revient sur 100 ans de solutions politiques et 100 ans d'échecs des solutions politiques qui sont présentées. Donc, je suis quelque part assez heureux du retard initial parce qu'il nous permet de se placer dans un moment où je pense qu'on peut à notre échelle, contribuer un petit peu au débat qui a lieu, alors que genre, il serait sorti en novembre 2023. Bah, à ce moment-là, on n'a pas grand-chose à dire d'autre que de parler de l'horreur dont on est témoin à Gaza. Et on n'a pas besoin d'un livre, moi, il suffit d'avoir des yeux pour voir. Euh, donc c'est ça. Et puis après, il y a eu voilà, il y a l'effet du 7 octobre, mais je pense que c'est presque très impudique. Nous, ça nous a tous affectés différemment, affecté nos proches, affecté les liens qu'on peut avoir. Et puis on était démunis, je pense, intellectuellement et personnellement démunis. Donc ça aurait pas été, enfin, c'est une période qu'il faut digérer. On arrête la narration du livre au 7 octobre, c'est-à-dire que on finit sur la journée du 7 octobre, et après il y a un épilogue qu'on a déjà écrit, enfin que j'ai écrit il y a 3 mois, parce que je me sentais pas capable
d'avoir le même niveau de précision quantitative ou qualitative sur ce qui s'est passé depuis un an, parce qu'il n'y avait rien que je lisais qui me semblait fiable comme données. Et je vais en prendre un exemple très cru. Euh, Presque un des chiffres qui aurait pu être le moins discutable, qui était la communication par l'armée israélienne du nombre de ses soldats morts. Ce matin, ils ont décidé de revoir à la hausse, mais c'est pas un peu, c'est 7 fois plus que ce qu'ils annonçaient. Là, ce matin, ils reconnaissent 6 000 morts. On est dans une proportion qui n'a plus rien à voir avec les 800 et quelques dont ils parlaient. Alors, c'est pas 800 morts, ils disent 800 familles endeuillées. 6 000 familles endeuillées. C'est un article d'Al Jazeera qui a été repris par Arabi El Jadid qui en parle, mais c'est une déclaration de chef d'état-major, c'est pas sorti d'une source inconnue. Rien que ça, en fait, quand on l'a, nous, il faudrait qu'on aille creuser derrière pour voir de quoi on parle, parce que ça fait écho à une presse israélienne que moi je ne sais pas lire, qui a enquêté sur les cimetières militaires. Enfin, et en fait, si on avait essayé d'avoir le même niveau de précision là ou sur le niveau des destructions, par exemple, on a un graphe sur la politique de destruction de l'habitat palestinien. Et on finit au 31 décembre 2023 parce que les chiffres de 2023, on les a consolidés en prenant Gaza. Et du coup, la proportion sur la page est complètement folle parce qu'en fait, les années de 67 à 2022 sont complètement écrasées, alors que dans le graphe original, il y avait vraiment parce que 2023, c'est incommensurable en proportion. Donc il y a des choses qu'on peut arriver à montrer. Pour cette narration-là, on n'avait pas le niveau d'accès. Et pourtant, je pense avoir suivi vraiment de très près et fait des centaines d'entretiens, de discussions depuis un an. Mais ça serait un autre récit. Le type de récit qu'on a voulu faire et partager, on n'aurait pas pu avoir ce même niveau-là. Et pour moi, ça aurait été, je pense, trop dur d'écrire Ouais. sur cette période. Bon, c'est le propre de la recherche aussi, quand même de prendre un peu de distance prendre un peu de distance et prendre aussi un peu de temps. Et euh, peut-être qu'on peut ouvrir tout de suite les questions à la salle. Je ne sais pas si vous avez des questions. Il y en a une en tout cas sur Zoom. Bon. Il y a une question sur Zoom qui, je pense, qui vous est adressée plus directement puisque ça revient sur la question de la violence palestinienne. Le spectateur il demande dans quel cadre analytique vous situez-vous avec cette question? Dans quel cadre analytique? Moi, je me situe du point de vue des faits. Voilà, c'est une question euh, voilà, qui est pas traitée, c'est sur, puisqu'on fait un récit sur la Palestine et sur les trajectoires. D'ailleurs, il y a différentes façons de penser cette violence palestinienne lorsqu'elle a été commise. Il y a évidemment la façon souvent qu'on a ici de la penser en relation avec les Israéliens et ce que ça fait aux Israéliens, bien entendu. Mais il y a aussi toute une question qui a abordé un petit peu quand tu parles effectivement des débats qu'il y a au sein de la société palestinienne pour savoir comment on lutte. Bon, finalement, les choix de lutte, même si c'est au fond assez difficile d'imaginer à chaque fois des nouveaux modes de lutte pour les peuples occupés ou qui sont comme ça sous une férule très marquée, mais pour les Palestiniens, l'éventail des options, effectivement, peut-être s'est rétréci avec le temps. Ça n'a pas empêché d'inventer des nouveaux modes de lutte, mais en tout cas, cette question des modes de lutte et de la violence qu'on utilise, et les attentats suicides sont quand même une violence assez spécifique, puisque c'est une violence contre l'autre, mais c'est aussi une violence contre soi, puisque lorsqu'il y a des attentats suicides qui sont perpétrés par des Palestiniens, il y a des Palestiniens qui meurent, et donc il y a une acceptation voilà, du sacrifice, etc. Donc ça dit aussi quelque chose sur cette société. Cette question que je vais vous lire aussi. Le micro. Donc, la même personne dit, je veux dire que cette question m'interpelle, car l'utilisation du terme violence a une connotation d'attaquant, et cette narration est l'une des raisons de l'impunité en termes d'inaction qui laisse les Palestiniens se faire décimer en ce moment même. Voilà. Une connotation quoi? Une connotation d'attaquant. D'attaquant. Mm. Non? Enfin, je veux dire, voilà, dans l'histoire.
les peuples opprimés, les peuples qui se révoltent, ont pu recourir à la violence ou non. La violence, ça dit rien sur la question de la légitimité de cette violence. Voilà, il y a eu des périodes, enfin, il y a des modes de lutte d'ailleurs aussi non violents parfois qui ont été privilégiés par les Palestiniens. La première intifada, c'est le ressort de la première intifada, c'est de la désobéissance civile. Donc on est dans un registre non violent, avec des grèves, avec des boycotts des taxes, des boycotts des produits israéliens. Alors le tout petit, vous chercher de la violence, le tout petit niveau de violence, c'est les jets de pierre. Mais évidemment, voilà, c'est très 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 faible par rapport à la violence qui est déployée par l'armée israélienne. Ou par exemple le mouvement BDS, boycott des investissements et sanctions, bah, évidemment, par nature, c'est un mouvement voilà, non violent. Euh, les attentats suicides, ouais, enfin, je sais pas comment. Voilà, une action violente. Je ne vois pas comment on pourrait éviter de le qualifier autrement. Bonsoir. Alors, moi j'ai une question. Je ne sais pas si elle est très pertinente, mais j'entends beaucoup, que ce soit sur des podcasts ou autres, que la conception de la vie chez les Palestiniens et chez les Israéliens, elle est différente. Dans le sens où les Israéliens seraient très attachés à la vie parce qu'ils veulent exister. C'est quelque chose de fondamental chez eux, alors que les Palestiniens sont euh, capables ou sont prêts, entre guillemets, à se sacrifier parce que pour eux, l'existence d'une terre est plus importante que la vie. Et je ne sais pas si c'est un point que vous développez dans votre livre, je ne sais pas si c'est pertinent de le développer, mais je voulais savoir ce que vous en pensiez. Bon, je ne sais pas si je suis la personne la mieux placée pour répondre, mais c'est un propos qui me révolte. Enfin, je ne sais pas à quoi ça tient ou comment on mesure l'attachement des uns et des autres à la vie, parce que souvent derrière ce discours, il y a la question du Palestinien prêt à sacrifier ses enfants, les générations qui arrivent. Je pense que j'ai pas vécu moi au sein de la société israélienne, donc je peux pas parler de la société israélienne. J'ai vécu dans deux sociétés dans ma vie, la société palestinienne et la société française. Alors infiniment plus la société française que palestinienne, mais bon, là je peux un peu en parler. Je vois pas de différence quand je rencontre des amis ou des parents d'un côté ou de l'autre d'attachement à la vie. Simplement, je vois les conditions, la différence de conditions, et que je vais essayer de trouver les bons mots hein, pour répondre à votre question parce que il y a beaucoup de sensibilité, je pense, à retranscrire, mais ça a été aussi une des raisons invoquées pour expliquer pourquoi pouvait y avoir justement le recours à une forme de violence très particulière qu'est l'attentat suicide, même si au regard d'un siècle de résistance, ça reste pour moi de l'épiphénomène. Même s'il est marquant. Mais je pense que enfin, c'est un discours sur je sais même pas exactement ce qu'il faut en dire, si ce n'est de se poser la question de pourquoi on lui raconte ça. Est-ce qu'il y en a qu'on humanise plus que d'autres parce qu'ils tiennent plus à la vie que d'autres? Je crois qu'un des propos de ce livre aussi, alors bien sûr qu'on est obligé de revenir sur des figures connues pour qu'on se raccroche, mais c'est aussi de raconter une histoire à hauteur humaine de ce que c'est que l'occupation, la colonisation, la dépossession. Parce que justement, trop souvent, on le voit là, et on va avoir des libérations des deux côtés. Il y a des gens qu'on est capable de nommer, d'autres on sait même plus qui c'est des numéros, et la déshumanisation pour moi elle vient pas de la société palestinienne quand elle parle d'elle-même ou quand elle se pense elle-même, elle vient du regard qu'on porte sur elle, qui est lié à la situation coloniale. C'est intrinsèque, c'est consubstantiel à la relation coloniale, la déshumanisation. Et, non, voilà, bah, ça serait ma réponse, c'est que je vois pas à quoi ça se mesure. Par contre, je vois vraiment l'intérêt sur lequel je vais me battre pied à pied d'un tel discours. Ça, c'est avancer sur une question de déshumanisation. Et je crois pas qu'on puisse dire que. Enfin, après, il y a peut-être des gens qui veulent prendre la parole pour répondre, mais je suis pas palestinien moi-même, donc je vais pas m'exprimer en ce ton-là.
pour avoir vécu, je sais pas, plusieurs années au sein de cette société, je n'en suis pas sorti en me disant, tiens, c'est des barbares qui ne tiennent pas à la vie, ni à celle de leurs enfants. Voilà, ça me... Non. Mais, pardon, si je peux ajouter quelque chose, il y a deux choses qui sont vraiment très différentes. Il y a le regard extérieur qui peut conduire à dire, et c'est vrai que c'est d'ailleurs quelque chose dont se plaignent les Palestiniens et voilà, plus largement les Arabes ou les musulmans, le fait de dire que en Occident, on se préoccupe des morts israéliens, mais qu'on ne se préoccupe pas des morts palestiniens. Et effectivement, quelquefois, voilà, on a les noms des morts israéliens, les noms des otages, et puis on n'a pas les noms des morts palestiniens. Alors, en même temps, là, pour une raison très simple, c'est que les listes sont d'une taille très différente. Euh, mais je veux dire, ce point de vue-là qui humanise les Israéliens et déshumanisent les Palestiniens, et donc y compris leurs morts, et ça c'est un point de vue qui est très différent d'un point de vue interne et d'une disposition qui peut y avoir au sacrifice. Ce que vous disiez quand même, enfin moi c'est comme ça que je l'ai compris, c'est aussi un discours qui est tenu en interne au moment justement où on fait des attentats suicides en Palestine, et où la disposition à faire des attentats suicides cherche à puiser dans effectivement cet attachement à la vie des, des Israéliens et la disposition au sacrifice des Palestiniens. C'est quelque chose qui est dit par ceux qui planifient, défendent ce projet de l'attentat suicide, qui est vraiment la face inversée du comportement de l'armée israélienne, mais plus généralement des armées occidentales, qui sont prêtes à faire la guerre, mais qui ont pour objectif zéro mort dans leur rang à elles, quitte à tuer le plus possible de victimes civiles. Non, zéro mort chez nous. Ah oui, oui. Sans discernement, Si on dit que ça. quoi? Si justement, enfin, je trouvais que ce concept d'attachement à la vie ou pas, il est complètement, enfin, ça sert à rien puisque on le voit bien avec les bombardements israéliens qui bombardent sans discernement, où pour eux c'est plus important de neutraliser les terroristes du Hamas plutôt que de protéger les otages. Ah non, mais Et pareil, l'attachement à la vie, c'est pour soi. C'est ça. bah C'est pas pour les autres. Dans les armées occidentales, en tout cas. oui, Ah, Mais d'accord. pour vous répondre là-dessus, et ça va être peut-être un point, mais on peut ne pas parler que de ces phénomènes-là, mais la différence que je ferai, ou je ne sais pas si c'est une différence ou une non, c'est que ce rapport à l'engagement, au sacrifice, il n'est pas conçu. Ce sur quoi j'essaie de lutter, c'est d'en avoir une définition ethnique ou religieuse ou Culturel, culturelle. bien sûr. Il est lié à enfin, je veux dire, si vous prenez la question des révoltes irlandaises, je veux dire, est-ce qu'il y a quelque chose de consubstantiel au protestantisme, au catholicisme qui justifie? Non, c'est les situations dans lesquelles on est mise qui provoquent des formes d'engagement. Et ça, pour le coup, nos collègues qui travaillent sur l'engagement violent, très au-delà de cette région, le savent. C'est une décision qui est très coûteuse dans une trajectoire militante, le passage à l'action armée et le passage à l'action armée avec une forte probabilité de soi-même mourir. Mais c'est pas une trajectoire qui serait caractéristique d'une société palestinienne ou arabe ou bah musulmane. oui. Voilà. Donc c'est ça que je veux dire. Enfin, pour le dire purement et simplement, je pense que tout le monde est attaché à la vie. Enfin, il y a personne qui se dit qu'il ne veut pas vivre. Donc c'est pour ça, enfin, les attentats suicides, je comprends votre point, mais pour moi, c'est pas forcément, enfin, on peut pas en faire une généralité, c'est particulier, quoi. C'est Bah, ça, peut-être ça qui pousse à l'action. Je ne dis pas, mais pour moi, c'est pas ça, c'est pas de ça que les gens parlent en fait. Quand ils disent, c'est quelque chose qui pour moi ça peut toucher tout le monde, ça peut toucher même les enfants palestiniens. Ils sont vus comme des gens qui sont prêts à donner leur vie. Enfin, c'est pas grave quoi. Alors que c'est pour moi, c'est plus important
qu'ils vivent, parce que si au final il n'y a plus de Bien sûr, Palestiniens, ça ne sert à rien, quoi. bien sûr que c'est plus important, bien sûr. Bon, je vais peut-être donner ça parce que. Excusez-moi. Les leurs que les blancs. Oui, oui, mais c'est pour ça que je dis que c'est à la fois un discours de l'extérieur d'indifférence aux morts palestiniens, etc., ou aux morts qui nous sont étrangers, aux morts afghans, hein, toutes toutes les frappes chirurgicales et les dommages collatéraux, hein. On désigne bien, enfin, je veux dire, c'est bien l'expression de notre indifférence à ces morts qui nous sont étrangers. Mais ce que je veux dire, c'est que ce regard-là n'empêche pas que, à certaines périodes et pour des raisons précises, dans certains contextes, il y ait effectivement des trajectoires d'engagement qui, à un moment donné, privilégie le sacrifice de soi et la reprise du pouvoir, du contrôle de sa vie, paradoxalement en se tuant soi-même, parce qu'on accomplit quelque chose, parce que c'était perçu comme un des moyens efficaces de lutter contre Israël. Enfin, bon, de toute façon, cette séquence des attentats suicides, elle s'est refermée aussi, hein. Oui, non, c'était pour commenter un petit peu sur votre intervention. Moi, je vis au Liban, je suis assez, enfin, j'étudie les milieux plus Hezbollah, etc. Et effectivement, il y a toute une propagande qui a été utilisée. C'est à peu près la même propagande, mais la propagande sioniste a beaucoup utilisé cette. En plus, c'est une citation célèbre d'une première ministre sioniste qui disait, voilà, il y aura la paix quand ils aimeront leurs enfants. Enfin, un truc totalement raciste, comme quoi les Palestiniens n'aiment pas leurs enfants, quoi. Il y a à peu près le même truc qui est utilisé au Liban pour disqualifier la résistance, bon, chiite, dans les milieux opposés au Hezbollah, avec vraiment tout cette idée thaqafat al-maut, ils ont une culture de la mort, et alors on revient au texte chiite, on dit ouais, c'est bon, en fait, parce que tout ça s'explique parce qu'ils adorent mourir, etc. Bon, je crois qu'il y a un aspect premier qui est assez simple à disqualifier. Voilà, c'est une propagande de l'ennemi pour faire croire que les gens sont différents, ils aiment pas la vie, ils adorent mourir, etc. Et en plus justifier qu'on les tue, bon, puisqu'ils aiment bien mourir, autant les tuer. Mais effectivement, à la réflexion, je pense qu'il y a aussi un aspect de tactique militaire à prendre en compte, quoi. Bon, déjà, l'attentat suicide, parfois, enfin, ça fait militairement sens. Ça a été utilisé par les résistants en Europe, ça a été utilisé par, voilà, quand il faut ouvrir un portail pour rentrer dans une base militaire, le plus pratique, c'est d'avoir un camion bourré d'explosifs et donc le chauffeur meurt, quoi. Tout le monde l'a utilisé, voilà. Donc, c'est une tactique militaire par manque de moyens, quand on n'a pas d'avions, d'hélicoptères, d'autres, etc. Mais c'est vrai que ça peut conduire, disons, à des planifications militaires qui peuvent devenir un petit peu bizarres, quoi, pour des groupes de résistance qui sont en infériorité. Donc, effectivement, on comprend la logique. Bon, bah, c'est pas grave, on aura 90% de chances de mourir. Donc, d'une certaine manière, c'est l'acceptation du sacrifice. Mais ça peut effectivement conduire, et c'est ça qui m'inquiète un petit peu, à une forme d'inefficacité, en fait, où des combattants peuvent être dans le vrai, dans l'engagement personnel, etc., mais finalement considèrent que leur mort est une victoire. Certes, c'est une victoire dans le sens où ils ont repris le contrôle de leur vie, ils se sont engagés, etc. Mais ce qu'on veut à la fin, c'est quand même une Palestine où les gens puissent vivre en paix. C'est pas simplement mourir pour mourir, quoi. Donc effectivement, il ne faut pas tomber dans le piège de la propagande, mais il y a peut-être quelque chose à réfléchir là-dessus. Je crois qu'on s'est éloigné un petit peu de votre livre, mais votre intervention m'a interpellé parce que c'est vraiment un massif au Liban, enfin, la critique de la résistance avec cette dichotomie, la Thaqafet el-Maut, Thaqafet el-Hayat, qui est vraiment un gros mensonge pour disqualifier, quoi. Bonjour, je vous remercie pour votre exposition, pour la présentation du livre et bien sûr, je remercie les amis du CAREP. Par rapport à votre question, mademoiselle, enfin, je pense que c'est une théorie, entre guillemets, qui fait partie de la propagande sioniste depuis le départ. Déjà, à la création de l'État d'Israël, on n'a pas cessé de répéter que une terre, son peuple pour un peuple, son terre. Et l'existence de peuples palestiniens même, dans la philosophie, la stratégie sioniste, ça n'existe pas. On l'a vu dans cette guerre aussi, la guerre actuelle. Le ministre de la Défense qui a dit que c'est des animaux humains, entre guillemets,
l'autre ministre, je me rappelle lequel, c'est des cafards dans une bouteille, etc., etc. C'est la vie humaine. Ce qui les intéresse, c'est leur vie à eux. C'est la vie des Juifs. Et bien sûr, les Juifs ont le droit d'exister, comme tout le monde doit exister. Mais la vie des Palestiniens, ça ne compte pas. Je donne juste une citation de celle qu'on appelait, il y a quelques décennies, la bonne grand-mère du Moyen-Orient. C'est Madame Golda Meir, qui était première ministre israélienne. Et là, il y a une citation qui disait que je peux pardonner aux Palestiniens d'avoir tué les nôtres, mais je ne peux pas leur pardonner de nous avoir obligés de tuer leurs enfants. Il faut faire gaffe avec ça parce que c'est une théorie, à mon avis, c'est une stratégie de propagande sioniste qui est malheureusement propagée même dans les médias occidentaux et on voit ici en France ce que propagent soi-disant les philosophes de plateaux de télé, et etc., etc. Non, mais alors, je vais boucler, puis on va se rappeler quand même que c'est pas un livre sur les attentats suicides. Mais moi, je trouve que votre question, elle est pertinente, et c'est le fait que vous puissiez vous la poser, c'est-à-dire le fait que vous soyez exposé à ce genre de remarques, c'est précisément la raison pour laquelle on a écrit ce type d'ouvrage, c'est pour vous donner des arguments, des éléments de réponse. Et plus que la question de, alors ce que vous disiez, je sais pas si tout le monde comprenait ce que vous disiez, de culture de la mort et de culture de la vie quand vous parliez de rapport à la résistance. Cette déshumanisation, alors qu'on projette sur l'autre, vous en trouverez des exemples à plein de moments historiques et dans plein de situations dans le livre parce que c'est une condition nécessaire de la relation coloniale. Alors, ça a été dit, ça a été rappelé, c'est au début, on nie l'existence même, et puis après, on est confronté, je veux dire, ils sont là, on peut pas ne pas les voir, et donc on les chasse, et donc on fait disparaître les traces de leur présence, et puis après, on les cantonne, et genre, le phénomène dont vous parlez, il existe, ce discours-là, il existe, mais il est pas, enfin, il est singulier en même temps, il s'inscrit vraiment dans pour moi ce temps long de la relation où l'autre est pas palestinien, il est arabe, il y a vraiment tout ce travail d'écrasement et d'effacement de l'autre qui voilà je sais et après bon après on s'est largement répondu mais voilà ce qu'on peut dire mais c'est précisément parce que tous ces discours absurdes circulent parce que toutes ces visions qui sont pas justifiées enfin, qui tiennent à rien existent que parfois on a l'impression nous d'écrire des pas des banalités mais des choses connues et reconnues en fait on se rend compte que c'est important de se redonner les moyens de tester nos convictions. Est-ce qu'elles sont solides? Est-ce qu'elles sont justifiées par les faits? Et de se donner des arguments aussi. De se dire, bah, quand j'entends ça, ça me fait penser effectivement, comme vous venez de dire, à tellement de discours que j'ai pu entendre que peut-être que je vais les prendre pour ce qu'ils sont, à savoir une tentative de déshumaniser l'autre. Voilà. Merci Xavier pour la présentation. Je m'interroge sur le titre qui a été donné à l'ouvrage, Comprendre la Palestine, et de savoir dans quelle mesure en fait il y a une Palestine. Est-ce qu'un Palestinien de Cisjordanie voit la Palestine du même regard, du même œil qu'un Palestinien à Gaza ou voilà. Donc ça c'est une première question. Et comment vous avez composé aussi avec cette multiplicité de visions en fait sur cette histoire palestinienne, des différents récits qui peuvent exister, et comment on tranche dans ces cas-là? Et une deuxième question que je me pose, et on s'est posé d'ailleurs avec ma collègue, après avoir quand même vu les magnifiques illustrations qui existent dans votre livre, pourquoi avoir choisi finalement de mettre en couverture le passeport palestinien, qui je trouve c'est vraiment dommage parce que ça rend pas tout à fait justice à l'effort et au travail qu'Alizé a pu mener dans l'ouvrage. Alors, je vais commencer par la fin, c'est le plus facile parce que c'est pas l'auteur qui choisit la couverture. Voilà, bon, que c'est probablement le dessin le plus compliqué, mais effectivement, il rend pas du tout justice à ce qu'on voit à l'intérieur et je vous invite à le feuilleter quand même pour le comprendre. Parce que c'était, je pense, peut-être le saut d'obstacle de trop d'arriver, nous, à trouver exactement le dessin enfin, qui dirait ce qu'on veut dire, qui soit accessible. Et le choix a été fait et pour le titre et pour l'illustration, alors pas contre nous, mais avec l'éditeur. Le titre de travail, c'était Le siècle palestinien.
et qui est en fait un titre que j'aurais pu choisir pour n'importe quel essai, mais qui justifiait un grand sous-titre pour expliquer, et on en a beaucoup parlé autour de nous. Il y avait plusieurs titres possibles. Je tenais beaucoup au siècle palestinien, mais c'est vrai que, bon, c'est très joli à dire, mais ça explique pas grand-chose. Et on s'est rendu compte en parlant, pour le coup, je vais beaucoup plus facilement défendre le titre que l'illustration, même si moi, j'ai pas de problème et je vais revenir sur le pourquoi ça a été choisi. Parce qu'il y a une vraie démarche didactique et pédagogique dans le livre. Et pourquoi la Palestine et pourquoi pas les Palestiniens et pourquoi pas la multiplicité. Tout à l'heure, on était avec Leila Sera. J'ai écrit avec elle il y a 4 ans ou un peu plus maintenant un numéro scientifique qui s'appelait. Alors, c'est pas l'éclatement palestinien, mais il y a des chances que ce soit la Palestine éclatée, peut-être. Bon, je veux dire, cette dimension des trajectoires palestiniennes, de la multiplicité des trajectoires palestiniennes, suivant l'origine géographique, mais aussi la classe, on l'a bien en tête, mais il y a aussi une unicité de l'expérience qui tient au fait d'être vu comme palestinien et de partager ce legs commun. Et c'était important pour nous. Donc, c'est pas comprendre le conflit parce que c'est vraiment cette histoire palestinienne partagée. Euh, et je pense qu'à la fin du livre, on n'a aucun doute sur le fait que il y a toutes ces trajectoires possibles palestiniennes auxquelles on essaie de rendre justice. Mais il y a quand même une histoire partagée de dépossession à laquelle on tente de sensibiliser. Le choix qui a été fait, bah, à l'intérieur du livre, il y a parce que nous on appelle une planche pédagogique, donc une page où il y a que des dessins légendés sur les différents types de cartes d'identité que les Palestiniens peuvent avoir et les droits ou plutôt les restrictions qui sont imposées à chaque type de carte, suivant qu'on soit palestinien, citoyen d'Israël, palestinien, résident de Jérusalem-Est, palestinien de Cisjordanie et de Gaza. Et ça me paraissait important, et ça me paraissait important de le montrer, parce que c'est la distinction des régimes juridiques, c'est le fondement de ce qu'on appelle tout autrement l'apartheid. C'est la distinction de droit en fonction qu'on soit citoyen israélien juif ou toutes les autres catégories de Palestiniens. C'était une des hypothèses avec plein d'autres. Moi, j'aime beaucoup la pièce du mandat britannique parce qu'elle dit toute l'absurdité du mandat, puisque dans les 3 langues, anglais, hébreu, arabe, il y a marqué Palestine, mais dans la traduction en hébreu de Palestine, il y a une micro-parenthèse qui est rajoutée, qui sont l'acronyme de le Grand Israël ou la Terre d'Israël, et qui dit toute cette promesse contradictoire et ce double jeu britannique. Et c'était moi l'illustration que je voulais en première, surtout qu'on pouvait avoir une grande qui court sur la quatrième également. Et après, bon, pour rentrer dans la fabrique d'un livre, quand je dis on décide pas tout seul, c'est pas juste l'éditeur, c'est la personne qui est au-dessus de nous, c'est que on le fait, enfin ils le font travailler à plein de gens et peu de gens comprenaient le dessin et l'impression qui ressortait de cette illustration où on a la multiplicité des passeports que les Palestiniens peuvent avoir. Donc de l'autorité d'Israël, des différents passeports de l'exil. Il y a aussi une carte de réfugié de l'UNRWA qu'on rajoute dans le, la- le, le rabat de la couverture. C'était pour des gens qui ne sont pas très au fait de la question palestinienne, qui est une partie du public à qui on s'adresse, la prise de conscience qu'il y avait une réalité qui leur échappait et qui nécessitait justement de comprendre. Voilà, mais ça c'est vraiment le volet. S'il y a un truc qui échappe à un auteur dans la production de son livre, c'est la première et la quatrième de couverture. Voilà, effectivement, c'est aussi notre responsabilité peut-être de ne pas avoir trouvé. Moi, je savais ce que je voulais pas. Je voulais pas de carte et je voulais pas de drapeau palestinien parce que 80% des couvertures sont consacrées à la Palestine, sont liées à ça. Je voyais pas trop ce qu'on apportait. Sur le premier travail qu'on a pu faire, qui n'a jamais été publié, hein, parce qu'on l'a repris dans le corps du texte, le choix qu'on avait fait sur la maquette du plan Trump qu'on a transformé en image, moi, me plaisait beaucoup. C'était un fond noir et où le drapeau palestinien, du coup, s'y perdait parce qu'il y avait sa bande noire, donc il était comme avalé, et la tête de Trump en orange. Et en fait, bah, on a essayé de m'expliquer de toutes les. Moi, je voulais absolument une couverture noire. Pareil, on m'explique que c'est impossible aujourd'hui, personne ne veut découvrir. Donc, on tient avec des contraintes qui sont pas les nôtres. Alors, peut-être que quand on est à son 15e livre et qu'on a une assise, on est en mesure 2. Là, on n'avait ni la proposition complètement définitive où on était absolument sûr de ce qu'on voulait montrer. Euh,
Ça, c'est notre idée et on n'avait pas la maîtrise de toutes les contraintes qui existaient. Voilà comment on en est arrivé à cette couverture. Mais je ferai avec plaisir remonter. Je vais peut-être juste lire une question sur Zoom avant de repasser le micro à la salle. Question qui me semble fondamentale. Donc, vous dites vouloir raconter l'histoire de la Palestine depuis les accords d'Oslo. Or, quelle est la place que vous laissez aux voix narratives palestiniennes au sein de votre ouvrage? Alors, finalement, on les écrit depuis pas les accords d'Oslo. Le pari qu'on a fait, c'est justement de remonter jusqu'à la période mandataire. Je sais pas ce que la question veut dire. On parle que du coup de personnages palestiniens, puisque c'est cette histoire palestinienne. Il y a un seul choix qu'on a fait, c'est de rendre accessible dans la biographie des livres en langue latine, parce que pour l'instant c'est à ces gens-là qu'on s'adresse. Je vais pas moi m'inventer une histoire palestinienne que j'ai pas, donc je vais pas me transformer en porte-parole, mais cette histoire-là, elle tient à deux grands types de sources qu'on écrit. Pour les périodes les plus antérieures à mes travaux, c'est des travaux d'historiens. Et là, pour le coup, il y a profusion d'historiens palestiniens. Et pour la période qui est ouverte après Oslo, ça, c'est 10 ans de mes travaux que je fais depuis la Cisjordanie, où en fait, c'est des milliers enfin, d'entretiens, c'est des centaines, mais enfin, très incarné parce que c'est écrit depuis là-bas. Donc enfin, je sais pas si ça répond à la question qui est posée, mais voilà. Et c'est d'ailleurs pour ça, au-delà de l'aspect pas vouloir rentrer dans la définition d'un conflit tel quel, mais c'est aussi pour ça que d'un vrai point de vue scientifique, je parle très peu de la société israélienne parce qu'en fait, je la connais peu. Moi, la connaissance que j'ai de la société israélienne, c'est sa présence en Cisjordanie. Parce que c'est là où moi j'ai vécu. Donc c'est une présence de colons et de militaires. Je comprends pas l'hébreu, j'ai pas vécu là-bas et donc je suis pas, d'un point de vue scientifique, je suis pas légitime pour donner autant de détails, même si c'était pour appuyer le propos que je défends sur la société israélienne dont je parle assez peu. Il y a des gens qui le font très bien et que vous avez pu recevoir ici. On a plein de collègues. Mais je pense aussi que c'est une forme de retenue. On parle de ce qu'on est capable de retransmettre avec un tout petit peu de certitude. Et moi, mes certitudes, c'est ce que vous retrouvez ici. Si, s'il n'y a pas. euh, Je ne veux pas abuser du micro, mais s'il n'y a personne. Je comprends que votre livre, c'est beaucoup sur les paysages, la morphologie, enfin l'image visuelle que peut donner la Palestine. Vous parliez notamment des paysages, enfin des arbres qui ont été plantés pour effacer l'image des villages, etc. Et en plus, c'est sur le temps long, donc c'est intéressant. Déjà, ça m'encourage à acheter le livre. Est-ce que vous pensez que la morphologie du pays, enfin l'image qui peut donner voilà, les paysages, a changé tellement qu'il est plus reconnaissable en fait je ne sais pas si on prend le cas, prêtons-nous, commençons à rêver, mais de gens qui sont partis, de villages qui ont été totalement rasés, des gens sont partis depuis deux, trois générations, etc. S'ils revenaient, s'il y avait un changement politique majeur, prenons-nous à rêver, qui pouvait revenir, qui avait un droit au retour, est-ce qu'ils se sentiraient chez eux d'une certaine manière, ou est-ce que le pays a tellement changé, d'après vous, que c'est devenu quasiment autre chose? Alors, je vais répondre à votre question, mais peut-être en préalable. L'illustration, c'est un des ressorts graphiques qu'on a. Il y a beaucoup d'autres. Enfin, il y a des choses beaucoup plus quantitatives. Il y a de l'infographie, il y a de la. Donc, enfin, si vous, il n'y a pas vraiment loin d'avoir que du paysage. Même en fait, je pense assez peu. Euh, dans les un peu plus de 500 villages qui ont été détruits ou vidés de leur population dans la Nakba. Il y en a plus de 400. Il faudrait que je retrouve là, pour le coup, dans le bouquin, le chiffre exact, mais il y a une proportion délirante qui ont été complètement rasées. Et ce qui a été planté par-dessus, c'est soit des parcs, soit des nouvelles villes. Donc, oui, si vous reveniez, enfin, si vous aviez quitté la Palestine en 48 et que vous y reveniez aujourd'hui, c'est dur de se figurer précisément que c'était ça, mais ça n'empêche pas un sentiment, enfin, le sentiment d'appartenance, il est pas lié il est en partie lié à la maison, la rue, le village ou la ville, mais il est plus général que ça. On ne se sent pas palestinien parce qu'on avait une maison sur ces 100 mètres carrés là, mais parce qu'on appartenait à une société. Et donc la transfiguration du pays, au-delà du paysage, du pays, est une réalité.
Je vous en prie. Euh, on a tous regardé cette vidéo, elle est affreuse. Euh, donc oui, évidemment que revenir 75 ans après, c'est découvrir un paysage dont on n'a plus la mémoire, mais l'attachement, je pense, se tient à encore autre chose. Rasé. Donc, c'est-à-dire détruite complètement. Ouais. Ah, ok. Détruite complètement. Et donc, j'ai vu récemment un film d'une juive de l'Afrique du Sud qu'elle parle que les Israéliens, les sionistes, elles demandaient des dons, tu vois, pour planter une forêt, tu vois, donc sur le village, là, pour cacher le village, et c'est-à-dire le forêt, c'est au nom de l'Afrique du Sud voyez? Et donc, mais il y en a, c'est-à-dire, il y en a certains Palestiniens de cette ville-là, de ce village-là, donc de ce village-là, qui sont, c'est-à-dire, à côté, c'est-à-dire, ils n'ont pas quitté la Palestine. Donc, chaque fois, il y en a quelqu'un de village qui vient, ou des descendants du village qui vient visiter, et sont les cartes. Et elle montre les gens, oh, voilà, votre maison, c'était là, votre propriété, c'était telle, voilà. Donc, Donc elle plante des arbres, mais le mais terrain est oui, aussi. oui, non, mais oui, 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 oui. Mais mais ça reste les puits, par exemple. Il y en a les puits, il y en a les cimetières, il y en a donc il y en a certains cachés, vous voyez, mais c'est-à-dire, mais il y en a des gens qui montrent ça. Mais la transfiguration du paysage, elle a même lieu, enfin en Cisjordanie, bon, à Gaza évidemment, cette dernière année, mais voilà, entre la construction du mur, la construction incessante des colonies, ça a quand même complètement, ne serait-ce qu'en 20 ans, complètement transformé le paysage de façon vraiment Non, mais voilà, il y a monumentale. effectivement l'origine. D'ailleurs, dans une partie de l'historiographie palestinienne parle de Nakba continue, parce que à la fois son effet sur le déplacement des populations, mais sur cette transfiguration, il y a plein de gens qu'on peut connaître qui vont et viennent en Cisjordanie, et s'ils n'y viennent pas pendant 2 ou 3 ans, On euh, reconnaît pas en fait, reconnaît pas on sait pas où on est. parce que les routes changent, parce que bah, enfin là, faut se figurer ce que c'est au moment des opérations dans le camp de Jenin. Il y a eu un bouclage de la Cisjordanie complet. Il y a eu 890, ils appellent ça checkpoint, mais entrave parce qu'il n'y a pas de point, posés en Cisjordanie. Enfin, à l'échelle d'un microscopique territoire comme ça, ça veut dire qu'on passe son temps à trouver des routes de contournement. La façon de se déplacer même sur le territoire est en perpétuelle évolution. Il y a, je pense qu'une des meilleures descriptions qu'on a pu me faire visuellement de ce que c'était que l'occupation avant que je la vive, c'était Michel Warshawski qui parlait d'une occupation en 3 dimensions, pour justement prendre en compte que c'est pas simplement une présence dans le village d'à côté de Colomb, mais c'est un entremêlement de routes, de ponts, de tunnels pour faire coexister, exister l'un sur l'autre une population, un autre projet sur un tout petit territoire comme la Cisjordanie. Et donc effectivement, c'est l'intégralité du paysage qui est transformé par cette présence. C'est bon? S'il n'y a pas de questions. Bon. Ouais, un passage que j'ai trouvé tout à fait éclairant et qui est pas forcément très traité par, voilà, par l'écriture scientifique, c'est le récit que tu as fait euh, de, de- de l'autorité sous Mahmoud Abbas, de son contrôle de la Cisjordanie et de sa répression contre contre les manifestants, contre les opposants euh, à son, à son gouvernement, à toutes les voies de protestation. Est-ce que peut-être tu voudrais revenir un peu là-dessus, parce que j'ai trouvé que c'était particulièrement éclairant le passage qui était écrit là-dessus.
Bah, d'autant plus facilement que là, pour le coup, c'était vraiment mes travaux à l'origine. Et c'est une autre forme de violence palestinienne, hein, la violence interpalestinienne et la violence du gouvernement à l'égard de ses, je ne sais pas si on peut parler de citoyens dans un cadre non souverain, mais euh, pour le dire rapidement, le- Oslo, on prête à Oslo des vertus que cet accord n'a pas, au premier rang duquel de parler d'un État palestinien, ce qu'il n'envisage pas. Il parle de la construction d'une autorité intérimaire, temporaire, suivant les traductions, pour gérer le désengagement partiel, graduel des Israéliens du territoire occupé, et pendant cette période, de co-administrer. Euh, Force est de constater que l'intérimaire qui devait durer 5 ans dure depuis maintenant plus de 30 ans. Pour vous figurer quand même, Oslo est plus proche du début de l'occupation en 67 que d'aujourd'hui. C'est quelque chose qui est vieux, qui s'est inscrit, qui est devenu... Et donc le legs d'Oslo, qui est cette autorité qui n'est plus perçue comme un intérimaire, qui est resté cantonné à son autonomie très limitée et pas du tout à un déploiement souverain. Pour se maintenir, elle déploie une violence de plus en plus accrue à l'égard de sa contestation, parce qu'il y a un caractère irréconciliable entre sa permanence et l'aspiration démocratique. Puisque, quelles que soient les élections, quelle que soit la question posée, ou quelles que soient les figures ou les partis qu'il incarne, la demande qui va émaner à l'autorité, c'est d'avancer vers la réconciliation interpalestinienne, après la division en 2006-2007, et de deux, d'avancer vers la libération de la Palestine, à commencer par les territoires occupés depuis 67. Et l'autorité n'a pas les moyens, se donne pas les moyens d'avancer vers ces deux objectifs. Et donc, elle est en contradiction totale avec le mandat populaire qu'elle pourrait requérir. Et le mandat de Mahmoud Abbas, qui, pour rappel, c'est quand même fini en 2009, est marqué par un usage de la répression extrêmement fort à l'égard des Palestiniens, qui touche à la fois les oppositions islamistes de gauche, des courants intellectuels, mais aussi dans son propre parti. Mais elle n'est pas la singularité de l'autoritarisme palestinien, si on revient à mes vieilles lubies, c'est de pas travailler. Enfin, c'est pas un ex nihilo. On peut le comparer à certains égards avec d'autres expressions autoritaires, mais elle est entremêlée au sens vraiment d'un tissage avec la présence coloniale. Et donc la particularité du régime de l'autorité palestinienne, c'est ce qu'on appelle la coopération sécuritaire. C'est que c'est là la particularité de ce régime. Il existe parce qu'il sert les intérêts sécuritaires d'Israël. Il s'est avéré que dans les 35 ans de sa vie, ou 31 ans de son existence, l'autorité, elle a également tiré profit de cette relation sécuritaire dans la lutte contre ses opposants. Donc c'est une relation donnant-donnant. Mais le fondement de ça, c'est d'abord de servir les intérêts sécuritaires d'Israël. Et donc la violence qu'on l'on voit, c'est en partie une violence, on va dire, classique d'autoritarisme qui tente de se prémunir de la concurrence, mais c'est aussi une violence très particulière à ce régime qui doit empêcher, et là sous toutes ses formes, on va pas rouvrir le débat, mais c'est pas que l'engagement armé, c'est toute forme d'expression ou de contestation palestinienne à l'égard d'Israël, on lui demande d'intervenir. Si vous regardez les images de Jénine, avant que l'armée israélienne arrive, c'est des jours, des semaines d'opération des forces de sécurité palestiniennes. Alors, ça vient pas sans débat dans la société palestinienne, évidemment, mais même au sein des forces de sécurité, mais ça existe, c'est un fait, et c'est la particularité de cette fabrique autoritaire palestinienne. Et je pense que l'épuisement du mandat de Abbas, son entourage sclérosé et cantonné aux dirigeants sécuritaires, voilà, offre probablement l'expression la plus crue et la plus nue de cette violence politique, cette violence gouvernementale et étatiste. Enfin, étatiste, c'est un grand mot. Et je pense que c'était vraiment le sujet en plus, je crois, de la conférence qu'on avait donnée il y a quelques années. C'était d'essayer de comprendre et d'essayer à la fois de montrer en quoi c'était un régime qui assumait complètement. Quand on parle de dérive autoritaire, il n'y a plus de parlement, il y a une suspension du pouvoir législatif qui a été confisqué et maintenant qui n'existe que par décret présidentiel. Enfin, genre, c'est pas du tout mon appréciation éthérée, mais c'était d'essayer de comprendre comment ça fonctionnait
tissé dans la toile coloniale et parce qu'il y a cette, co- co- enfin, cette superposition des pouvoirs l'un sur l'autre. La forme que prend la violence politique palestinienne du pouvoir, elle s'exerce pas que contre des opposants. Elle s'exerce avant tout contre des Palestiniens qui voudraient s'opposer à Israël et c'est une caractéristique qui le distingue, je sais pas, de ce qu'a pu être ou ce qui est toujours l'Égypte, par exemple, si on prend le pays d'à côté. Merci beaucoup. Il y a encore une question? S'il y a encore le temps, comme vous avez vécu là-bas, moi j'ai pas vécu là-bas, vous disiez qu'avec la coopération sécuritaire, il obtenait des pouvoirs, enfin que l'autorité palestinienne obtenait des pouvoirs de réprimer ses opposants. Sur le bilan des 30 dernières années, vous diriez, est-ce qu'il a obtenu quand même quelques miettes pour les Palestiniens, quelques avantages ou rien? Bon, c'est très difficile à quantifier. Je pense que moi, je viens d'une génération de chercheurs où, quand on est arrivé aux questions palestiniennes, à la Palestine, deuil était déjà fait des promesses qui pouvaient arriver. Euh, et, euh, Ça a pu être porteur pour certains, loin d'être pour tous, en 93-94, de l'espoir de la fin de l'occupation. Bon, ça n'est pas arrivé. L'occupation est toujours là. La colonisation, elle a suivi. Ça, pour le coup, le monde, si vous voyez, enfin, c'est vraiment une courbe parfaitement rectiligne, la présence, enfin, l'augmentation année après année du nombre de colons et de colonies. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est en une génération, cet acteur, il est devenu central, ne serait-ce que dans la question économique. À peu près une personne sur trois en Cisjordanie dépend directement ou indirectement d'un salaire de l'autorité. Directement si on est employé, indirectement si on fait partie du cercle familial ou des bénéficiaires. Et donc, c'est ça, je dirais, le paradoxe, c'est que je suis pas certain que c'est apporté grand-chose si la question de départ, c'est sur le chemin de la libération nationale ou de la fin de l'occupation. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, si ça devait disparaître du jour au lendemain sans aucune réflexion, se pose la question, c'est pas à moi de donner la réponse, mais du rôle que cette chose prend, par exemple, effectivement, du point de vue, ne serait-ce que de la vie de tous les jours de l'économie. Mais en même temps, c'est un des pouvoirs au monde qui a le plus euh, d'employés liés au secteur de la sécurité par habitant. Et donc, c'est aussi un contrôle qui est complètement dystopique. Je veux dire, le principal enjeu pour les Palestiniens de Cisjordanie, alors parce qu'ils peuvent pas être souverains à Jérusalem-Est et parce qu'il y a un autre gouvernement à Gaza, c'est pour ça que je dis Cisjordanie, c'est pas un besoin de sécurité, enfin un besoin de sécurité, il y a plein d'autres services publics et puis il y a plein d'autres ambitions et enjeux politiques. L'autorité, elle est devenue ce que les contraintes des accords d'Oslo lui font peser et ce qui est aussi la pratique du cercle au pouvoir. Donc, je suis pas, voilà, je sais pas ce on pourrait annoncer. Si je pense que des collègues à moi qui travaillent beaucoup plus sur cette question pourraient vous dire que elle a permis d'obtenir certaines formes de reconnaissance sur la scène internationale, d'accession à des arènes, à des juridictions, dont peut-être par position scientifique en tant que sociologue ou politique, je vois pas tout de suite la traduction. Ça a probablement une valeur ou ça aura probablement une valeur un jour. La reconnaissance bilatérale ou multilatérale, ça c'est un gain concret. Après, vous lui donnez la valeur que vous voulez, mais ça c'est un gain, par exemple, de l'autorité, des années de l'autorité. Mais c'est assez faible au regard de l'attente populaire. En tout cas, c'est pas les gains n'ont rarement été en directe corrélation avec ce qui pouvait leur être demandé par la population qui s'octroie le droit de gérer comme ça. La dynamique de sortie d'occupation est devenue avec le temps un piège avec la coopération sécuritaire. Et la fin de... et l'illusion que ça pouvait être de l'extérieur, que finalement, c'était presque résolu. Merci à tous les deux pour la présentation donc, du livre qui s'appelle Comprendre la Palestine.
La librairie Jonas est présente, donc pour celles et ceux qui sont intéressés, vous pouvez vous procurer l'ouvrage et vous le faire dédicacer aussi par Xavier s'il accepte. Merci aussi beaucoup à Laetitia Bucaille, donc professeure de sociologie à l'INELCO. Et pour celles et ceux qui sont intéressés, j'annonce également les événements à venir donc du CAREP. Chez nous, donc, vous pouvez nous retrouver le 13 février pour une table ronde du cycle Les mosquées en France et aussi le 14 février pour la Saint-Valentin avec Harem et Sultan. C'est Jocelyne Derlier et Mohamed Weldi qui vont discuter de l'ouvrage. Et nous avons également une conférence en extérieur le 12 février avec l'isme sur la question du temps et le mouvement statique du droit en contexte musulman avec Ali Mesrani. Voilà. Donc, au plaisir de vous retrouver ici et bonne soirée à tous.